l'enregistrement et partager mon écran. Alors, je partage et puis on va partager joliment. Présenter, présenter, voilà. Eh bien, chère jolie étoile, je suis heureuse d'être là et de pouvoir enfin faire cette masterclass parce que je dois dire que j'étais un petit peu désespérée d'avoir dû annuler la masterclass du mois de novembre et puis les constellations du lundi de la semaine dernière. Mais bon, voilà, à qui sait attendre, tout vient à point et ça m'a aussi inspiré. Je me suis dit, bah, comment est-ce que je peux mettre ensemble ces deux masterclass qui finalement sont très reliés. Vous allez avoir justement l'opportunité de réaliser les liens qu'il y a entre la mort et l'histoire aussi. Donc, j'assure à la fois la masterclass et tout ce qui est gestion de l'accueil. Bien, alors, qui parmi vous a eu l'occasion de voir Coco? Coco, c'est un film d'animation réalisé par Walt Disney et Pixar. Et c'est une histoire tout à fait étonnante qui parle de ce petit garçon, Miguel. Et Miguel, en fait, il n'a qu'un rêve, c'est de devenir chanteur-guitariste, comme sa superstar. Mais il se fait que sa grand-mère et son arrière-grand-mère sont pas du tout d'accord. Et d'ailleurs, la famille n'est pas d'accord du tout avec ce rêve, parce que dans cette famille mexicaine, eh bien, on déteste la musique, on déteste le chant, et toute la famille se consacre à cirer des chaussures, créer des chaussures, entretenir les chaussures, enfin, tout tourne autour des chaussures. Et on voit ici la grand-mère qui envoie sa savate dans la figure du guitariste. Et ici, c'est l'arrière-grand-mère qui est aveugle et qui passe son temps à raconter de belles histoires, des très belles histoires qui inspirent notre petit Miguel. Elle ne raconte que ce qui lui plaît le plus dans ses souvenirs, mais bien entendu, elle garde tout au fond d'elle une histoire qui est essentielle pour la suite des événements. Mais voilà que Miguel finit par réaliser son rêve. Il est sur scène, mais dans l'autre monde, dans le monde des défunts, parce que au Mexique, eh bien, il y a la nuit des morts, ou el Día de los Muertos, le jour des morts, et c'est un jour où l'on honore tous les défunts, et pour honorer ces défunts, il faut avoir une photo ou une reproduction de leur portrait. Et Miguel part en quête de d'aller rencontrer finalement aussi son Dieu, son fan. Enfin, il est fan d'un musicien guitariste, mais il y a toute une histoire derrière que je ne vais pas vous révéler tout de suite. Peut-être que vous la connaissez. Ouais, on va découvrir tout ça. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Le petit Miguel, il est mené par les histoires de sa famille. Il est vraiment mené par le bout du nez. Il est en résonance, il est intriqué avec ses ancêtres et surtout avec un ancêtre dont plus personne ne parle. Alors ce soir, eh bien oui, on parle de l'histoire de Miguel. On va aller explorer ce que c'est que la mort, pourquoi c'est un mystère. Les phases de deuil, déjà bien avant Elisabeth Kubler-Ross, il y avait Arnold van Gennep qui avait mis au point les phases du deuil. Je parlerai très brièvement, mais c'est très important, du deuil originaire selon Paul Racamier.
On parlera aussi du deuil selon Francis Weller, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont penchées sur la notion de deuil. Nous parlerons aussi de fantômes. Est-ce que les fantômes existent? De la crypte, de la schizophrénie. Ça, c'est la partie 1. La partie 2, on fera des liens avec l'influence de la grande histoire, l'épigénétique. Je vous raconterai l'histoire de Tristan, une autre personne, et puis je ferai référence aux trois consciences. Et puis en partie 3, vous aurez des clés, comment travailler avec les constellations pour accompagner tout cela. Alors, pour rappel, lundi prochain, 15 décembre, de 19h à 22h, si vous n'êtes pas encore inscrit, peut-être que vous pourriez être intéressé par l'atelier pratique, comment accompagner le deuil avec les constellations familiales. Voilà, c'est le thème de notre prochain atelier. Vous en saurez plus un peu plus tard. Alors, la mort. La mort fascine l'être humain depuis l'aube des temps. Alors, il semblerait que les premières sépultures que l'on a pu trouver et qui sont prouvées, parce que c'est tout un art aussi de décoder, en fait, que quand on découvre des ossements dans des grottes ou dans des fouilles, c'est tout un art que de pouvoir repérer que ce n'est pas juste un individu qui est mort comme ça sur la terre. Et il y a des rituels qui étaient mis en place, une façon de déposer les défunts. Parfois, ils étaient couverts d'ocre, de fleurs, de bijoux, où ils étaient même enterrés avec des animaux de compagnie, avec de la nourriture. Et donc, les premières sépultures qui ont été prouvées, sépultures sont datées de plus de 100 000 ans. Et étonnamment, se trouvent dans l'actuel Israël. Donc, voilà. D'autres sépultures ont aussi été découvertes en 2013 en Afrique du Sud, mais il y a certains doutes à ce niveau-là. Alors, il faut savoir que l'enterrement, c'est Agustín Fuentes, un anthropologue américain d'origine hispanique, on va dire, dit l'enterrement, la création de sens et même l'art pourraient avoir une origine bien plus compliquée et non humaine que nous ne le pensions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mort, bien sûr, l'être humain est très sensible à la mort, mais également les animaux. Et oui, les animaux peuvent comprendre la mort. Une multitude de comportements complexes et de réactions même très fortes, sont associées aux animaux, à certains animaux, donc les éléphants d'ailleurs. Et ça peut, par exemple, ici, c'est un ensemble d'éléphants qui sont autour d'une ancêtre décédée et ils sont en train d'intégrer les phases de deuil. Ils doivent accepter le fait que eh bien, cet élément de leur communauté n'est plus et ils vont progressivement la laisser dans une région. Il y a des cimetières des éléphants, il faut savoir ça. Et donc, très souvent, même les éléphants sentent quand ils vont mourir et ils vont déjà par eux-mêmes se diriger et marcher vers ce lieu où ils vont pouvoir passer de l'autre côté. Donc, c'est vraiment très touchant de voir cela. Et vous allez voir que chez les gorilles, ça peut aussi être quelque chose de difficile à vivre, surtout par exemple par rapport à un mort-né, un petit mort-né et ici, on a l'exemple d'une maman gorille qui eh bien, continue de bercer, de materner son petit bébé mort. Donc voilà, c'est très interpellant de voir qu'il n'y a pas que l'être humain qui peut être touché par la perte de vie d'un de ses proches. Alors, Arnold van Gennep, qui est un folkloriste, c'est en fait une personne qui a passé toute sa vie à observer en France les traditions dites folkloriques. Et donc, on peut dire c'est un anthropologue, un ethnologue, a aussi observé les rituels de passage en lien avec le décès. Et donc, ce qu'il a observé, c'est qu'il y a toujours trois étapes fondamentales. La première, c'est la vérification des décès et l'annonce de celui-ci. Ensuite,
il y a le fait que en exposant le défunt, ce qu'on faisait beaucoup dans le temps, maintenant ça se fait un peu moins couramment, c'est le fait d'exposer le défunt, ça permet en fait aux proches, à la communauté, bah, de réaliser que cette personne, en fait, elle n'a plus son ancien statut, mais elle n'a pas encore un autre statut. Elle est vraiment entre deux stades. Et ça, c'est un moment important et c'est l'exposition du défunt. Quelque part, ça permet à chacun de réaliser que la personne est vraiment morte. Et puis, il y a la veillée funéraire avec toutes les étapes, le convoi, la messe, si c'est une famille chrétienne, et l'inhumation ou la crémation. C'est vraiment les trois étapes importantes par lesquelles, quelle que soit, je dirais, les pratiques, la classe sociale de l'individu, ici en France, en Belgique et dans les pays de l'Europe, eh bien, les individus passent par ces trois étapes, et même dans d'autres cultures, trois étapes essentielles. Alors, chez les Navarros, eux, ils considèrent qu'il y a deux âmes, une âme qui est libre, et puis une âme qui reste et qui doit rester attachée au corps. Et c'est très important que cette âme reste attachée au corps pour ne pas hanter l'âme libre. Voilà, donc c'est intéressant parce que chacun a sa manière de voir la mort. Et donc, ce qu'ils faisaient ici, là, c'est une photo d'époque. Ils mettaient les défunts tout à fait en hauteur, exposés aux intempéries, mais aussi hors de la portée des animaux sauvages qui seraient venus les manger. Alors, chez les hindous, la mort marque un passage vers une autre naissance, sauf pour le sage qui atteint la libération en se détachant des désirs et en réalisant son soi spirituel. Et donc ici, on voit que c'est la crémation qui est pratiquée avec des bûchers. Et bien sûr, vous avez sans doute déjà entendu parler de cette tradition terrible où la femme du défunt se brûlait avec son mari. Bon, c'est des choses qui ne se font plus, hein, heureusement, mais bon, voilà, c'est comme si elle perdait son statut à cette époque et elle rejoignait son mari en brûlant avec lui. Bon, voilà, c'est des traditions qui sont ce qu'elles sont. Par les bouddhistes, la mort vue par les bouddhistes, là, pour eux, c'est une étape vers l'extinction des désirs. Le but n'est donc pas de renaître, hein, parce que chez les hindous, il y a justement cette croyance que l'on se réincarne, mais c'est la recherche du nirvana, ou on peut dire d'une forme de paix intérieure qui voilà, est vraiment le but ultime. Chez les Juifs, la mort reste un mystère, bon, peut-être aussi chez tous les autres, hein. Et il y en a qui espèrent une résurrection corporelle. Donc, on peut dire que les témoins de Jéhovah, par exemple, reprennent ce concept parce qu'eux, ils espèrent aussi qu'un jour, les morts se relèveront de leur tombe, mais physiquement. Donc, il y a cette croyance d'une résurrection corporelle. On peut dire aussi que chez les chrétiens, il y a un petit peu cette idée de résurrection corporelle qui a été manifestée par le Christ, ou en tout cas à travers cette histoire, hein, je ne sais pas quelle est la part de vrai du faux, mais en tout cas, ça fait partie de ces cultures. Et le shéol, c'est un petit peu, on pourrait dire, une sorte de purgatoire, un lieu d'ombre silencieux où Dieu semble absent. Donc le shéol, on peut dire, c'est le purgatoire pour les chrétiens. Alors, chez les chrétiens, c'est intéressant parce qu'eux, ils considèrent la mort comme une conséquence du péché, mais aussi une promesse de résurrection par l'amour du Christ qui ouvre le passage vers la vie éternelle, mais une vie éternelle qui n'est pas physique, qui est dans cette autre dimension plus spirituelle. Chez les musulmans, la mort précède un jugement dernier où les actes seront pesés. Donc là, on peut voir qu'il y a un lien avec aussi les traditions égyptiennes antiques où il y avait justement la pesée des âmes.
avec la plume, etc. Donc, il y a une influence de ces cultures-là. Elles se sont toutes influencées les unes et les autres. Et donc, oui, chez les musulmans, il y a la félicité éternelle pour les justes et les autres, une souffrance sans fin. Donc, on peut appeler ça l'enfer. Bien, alors, depuis quelques années, il y a le New Age et le New Age a repris une série de croyances et la mort pour la plupart des gens qui croient au New Age, enfin, ou en tout cas qui sont dans ce mouvement, parce qu'on ne croit pas au New Age, mais c'est un mouvement, c'est un cycle évolutif, on se réincarne et par exemple, on ne va pas régresser et passer d'être humain à, je sais pas moi, souris ou carotte, mais on va à chaque fois progresser et si on est humain, on se réincarne en humain jusqu'à retrouver sa source originelle. Donc très rapidement, hein, voilà. Donc quelle que soit la manière dont on considère la mort, elle signale un changement d'état, une transformation. Alors, pour rappel, et vous le savez, la mort est toujours accompagnée du deuil. Le deuil, ça c'est. Et sur ça, bah, reprenons l'histoire de Miguel. Le Miguel, ben, qu'est-ce qui se passe? Il est fasciné par ce chanteur guitariste qui, à un moment, il croit que c'est son ancêtre. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a tout un secret de famille qui est sous-jacent à l'histoire de Miguel. Et ce secret de famille, c'est que longtemps, alors que bien sûr, il n'était pas né, c'était son arrière-grand-mère, je crois. Son arrière-arrière-grand-mère était mariée ou allait se marier et elle avait déjà un enfant. Et son mari ou son futur mari disparaît un jour. Il disparaît un jour parce que lui-même, il était musicien et il était chanteur. Il disparaît, il ne revient plus jamais à la maison, bah, laissant sa femme et ses enfants, ou en tout cas l'enfant qui était là, bah, désespéré, désemparé, perdu, abandonné. Et comment dire, cette arrière-arrière-grand-mère décide d'oublier définitivement cet homme qui l'a abandonné, mais elle ne connaissait pas toute l'histoire qu'il y avait derrière. Voilà, donc, oui, c'est ce que je disais. Donc, qu'est-ce qui se passe? Notre petit Miguel, il choisit finalement une passion interdite dans sa famille parce que quand l'arrière-arrière-grand-mère décide de ne plus penser, de ne plus parler, de faire comme s'il n'avait jamais existé son mari, cet arrière-arrière-grand-père, eh bien, elle a nié la musique. La musique est dangereuse parce que c'est à cause de la musique que l'arrière-arrière-grand-père a disparu. Il a préféré ben, vivre de sa musique que d'être un bon père qui s'occupe de sa famille. Enfin, c'était la version de l'arrière-arrière-grand-mère. Et comme je disais au début, notre petit Miguel écoute les histoires de celle qui est vraiment toute aveugle et toute vieille, elle a peut-être 90 ans ou plus, elle garde l'histoire la plus importante secrète au fond d'elle. Mais le petit Miguel est connecté à ce qui ne se dit pas. Et oui, les enfants ont cette capacité de sentir des choses. Et c'est pas pour rien qu'il choisit cette passion interdite parce qu'il est en résonance avec son arrière-arrière-grand-père. Et qu'est-ce qui va se passer? Bien sûr, ça ne s'appelle pas le Styx. Ici, vous pouvez lire, il traverse le Styx. Le Styx, c'est cette rivière qui sépare le monde des vivants du monde des morts. Dans le film, c'est un pont. C'est un pont qui relie le monde des vivants au monde des défunts. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Il est très courageux, le petit Miguel, mais c'est surtout sa passion qui l'anime et le fait qu'il veuille rencontrer son ancêtre. Bien entendu, il ne sait pas encore que celui qui croit qui est son ancêtre est en fait l'assassin de son vrai arrière-arrière-grand-père, à qui d'ailleurs il a volé
la chanson qui a fait de lui ben, la vedette connue dans tout le Mexique. Et donc, c'est comme ça qu'il va retrouver son ancêtre que tout le monde a oublié ben, suite à toutes ces circonstances, parce que ben, celui qui est devenu la vedette nationale a volé la chanson, a volé la musique et a éliminé l'arrière-arrière-grand-père. Et il va pouvoir mettre ça à jour. Et donc, l'histoire Coco, ça s'appelle ce film, c'est l'histoire d'un deuil qui n'a jamais pu se terminer et qui s'est transmis de génération en génération. Et c'est ça le grand. C'est à ça aussi que nous allons être amenés très régulièrement dans nos accompagnements en constellation. Ben, c'est accompagner des personnes qui portent un deuil qui n'a jamais pu s'accomplir, se faire, et qui se transmet de génération en génération. Une façon de repérer ça, c'est des personnes qui sont tristes sans savoir pourquoi, des personnes qui sont déprimées, et qui ne savent pas pourquoi, n'ont aucune raison, mais se sentent abattues, tristes, déprimées. Voilà, elles portent un deuil et nous, en tant que facilitateurs, on va aller faire notre petite enquête. Alors, on va un petit peu explorer ce que c'est que le deuil. Le mot deuil vient du latin dolium, douleur, et par l'ancien français duel, douleur aussi, une affliction causée par la mort de quelqu'un. Le deuil permet de surmonter un événement critique de la vie. Il est souvent associé à la mort d'une image parfaite des parents lorsque ceux-ci divorcent, la mort de la confiance en une personne, la mort d'une relation amoureuse lors d'une séparation, la mort de quelqu'un. Mais ça peut être aussi la mort, la fin d'un événement, la perte d'un objet, le fait de déménager. Toutes ces situations où il y a une perte, où il y a quelque chose qui cesse d'exister, euh, eh bien, enclenche ce processus de deuil. Alors, le deuil originaire, comme je disais tout à l'heure, Paul-Claude Cracanier, c'est vraiment un type incroyable qui a fait énormément de recherches, qui, euh, qui a fait beaucoup d'études autour déjà de l'inceste, hein, et autour du deuil originaire. Et qu'est-ce que le deuil originaire? En fait, il a découvert que si on ne peut pas vivre le tout premier deuil, un deuil fondamental qui exige en fait de l'individu qui est encore un tout petit enfant, un petit bébé, qui demande en fait de se détourner de sa mère et donc de quitter et de renoncer à tout ce que sa mère peut lui apporter pour pouvoir aller dans le monde. Alors c'est vrai que on dit que le père a cette fonction de d'aider à ce que l'enfant puisse cesser d'être dans cette espèce de fusion, fascination, qui est un peu narcissique et qui fait que on est là, la maman et le petit, ils sont dans une forme d'hypnose presque. Ils sont là, ils sont absorbés l'un par l'autre. On dit que le père a pour fonction de détourner l'enfant, mais il semblerait que ça va beaucoup plus loin et que c'est l'enfant lui-même qui doit faire cette démarche de perdre la mère pour pouvoir un jour la retrouver, mais différemment. Et c'est de renoncer à l'illusion de toute puissance et de toute appartenance qui va permettre en fait à cet enfant qui va devenir un adulte de pouvoir vivre toutes sortes de deuils. Tant que ça ne peut pas se vivre à cette période entre 1 an et 2 ans, eh bien, il va être handicapé à vie. Donc, il faut qu'il ose tout perdre. Et étonnamment, c'est un mouvement de vie. C'est vraiment un mouvement de vie de pouvoir aller à la découverte du monde. Donc, c'est un livre que je vous recommande de lire, qui n'est pas très, très facile à lire, mais bon, voilà. Bon, je vous le recommande. C'est vraiment un très bon livre. Voilà, voilà. Alors, dans l'histoire de Miguel, l'arrière-arrière-grand-mère,
elle n'a jamais réussi à faire le deuil de la disparition de son mari et du père de son enfant. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va mettre un déni là-dessus. Donc, elle l'a vécu comme un abandon, peut-être même une trahison. Et pour protéger celui qu'elle aimait, elle a accusé la musique qui était sa passion. Pour supporter la douleur, elle a fait comme s'il n'avait jamais existé. Donc, c'est le fameux déni. Et donc, ce deuil qui n'a pas pu se réaliser va être transmis et va être finalement délégué à la génération suivante, ce qui n'était pas si évident, puisqu'il a fallu plusieurs générations pour que ça arrive au petit Miguel. Alors voici ce que dit Paul-Claude Rakami, page 85. La psyché a un travail à accomplir. C'est là une nécessité et elle est inéluctable. Si ce travail n'est pas fait par la psyché du sujet, même auquel il incombe, s'il est par celui-ci refusé, il faudra bien qu'il revienne à d'autres. Donc c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Comme cette arrière-arrière-grand-mère n'a pas pu faire ce travail de deuil, eh bien, parce qu'il n'y avait pas d'explication, hein, son mari ne revient pas, il semble être parti pour aller défendre sa chanson lors d'un festival ou quelque chose comme ça, et il ne revient pas. Et donc, il y a eu un refus de cette situation, et c'est comme ça que on transmet finalement la dette. On m'avait déjà entendu parler dans d'autres masterclass de la dette que l'on transmet à nos enfants. Donc, ce n'est pas des dettes financières, bien entendu, mais des dettes affectives, émotionnelles. Alors, Elisabeth Kubler-Ross, elle a fait beaucoup de recherches aussi. Elle a observé des personnes en souffrant de cancer en phase terminale. Et qu'est-ce qu'elle a observé? C'est qu'il y avait 5 phases. Alors, vous constatez, je n'ai pas mis 1, 2, 3, 4, 5. Je n'ai pas mis 1, le déni, 2, la colère, 3, le marchandage, 4, la tristesse, 5, l'acceptation. Parce que parfois, ça commence par la tristesse, ça continue par la colère, ça se poursuit par le déni, puis il y a le marchandage, puis il y a l'acceptation. Ce qu'on pourrait dire, c'est que l'acceptation, c'est vraiment la dernière phase. Ça, oui. Mais les autres peuvent se succéder, se répéter même plusieurs fois. Donc l'individu peut revenir et revenir dans la colère, dans le déni, dans le marchandage, dans la tristesse. Et c'est quelque chose qui est observé partout, partout, dans toutes les cultures et dans le monde entier, et à quels que soient les âges. Donc ici, vous voyez les phases de deuil. L'acceptation est vraiment, et pour vous qui connaissez les constellations, il y a peut-être des personnes qui ne connaissent pas fort ici, mais la, l'intention profonde des constellations, c'est d'accepter ce qui est. Quelque part, c'est ça le travail essentiel qui fait que tout peut basculer vers quelque chose de nouveau, de différent, c'est de pouvoir être dans cette fameuse acceptation. À partir du moment où on est dans l'acceptation, faire avec ce qui est, c'est ça que ça veut dire, pas être d'accord, c'est faire avec ce qui est là, dans le temps présent. La personne peut alors se reconstruire et trouver une forme de sérénité. Donc ici, il parle de résignation. Oui, quelque part, on peut dire que à un moment donné, avant d'accepter, il y a comme une résignation qui se met en place après le déni, la colère, le marchandage, la tristesse. Il y a, OK, c'est comme ça, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je ne sais pas quoi faire d'autre. OK, maintenant je sais que j'ai le cancer. Et c'est parfois à ce moment-là que la personne peut commencer aussi à mettre en place une forme de guérison, parce que bon, il y a quand même des gens qui guérissent du cancer, hein, et puis d'autres qui voilà, terminent leur parcours de vie. Et donc, oui, on peut dire qu'il y a une forme de reconstruction aussi pour ces personnes, mais c'est une reconstruction plutôt spirituelle qui va passer dans une autre dimension. Mais il y a aussi tous ceux qui restent et qui perdent leurs proches et qui ont aussi à accepter cette situation. Voilà, voilà. Alors, la colère, elle va se manifester de différentes manières chez les individus face à une situation de perte, alors que ce soit la perte de la santé ou la perte d'une personne. Et selon aussi l'éducation, il y a des familles où c'est pas autorisé d'être en colère, donc ça va être plus intériorisé
refoulé, ça peut être de l'impatience, ça peut être de l'agacement, de l'énervement, ça peut être une tendance à râler. Mais voilà, la colère, c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire et qui est saine. Le marchandage, la personne va tenter de négocier avec elle-même, avec Dieu, avec la vie, avec la personne décédée pour retarder l'inévitable, réaliser qu'elle n'est plus vivante. Voilà, ça va être des négociations. Euh, oui, mais je veux bien, si, à condition que, etc., etc. La tristesse, c'est vraiment quelque chose d'important parce que c'est à ce moment-là que il y a une prise de conscience que, en fait, ça se rapproche de la résignation et le fait de pouvoir enfin lâcher prise et pleurer, ça va libérer la personne et l'aider à accepter ce qui est. Et ça prend du temps. Et voilà l'acceptation. Il faut savoir qu'un deuil, ça peut prendre jusqu'à 2 ans pour se vivre et que dans notre société, on ne laisse plus le temps au deuil. Par exemple, dans le passé, les personnes endeuillées avaient le droit de porter un brassard noir, de porter des vêtements noirs ou blancs selon les cultures. Il y en avait qui portaient des petites voilettes ou des petits chapeaux. Mais c'était parce qu'aujourd'hui, on critique, on dit, ah, mais pourquoi est-ce qu'elle porte tout ça? Voilà, il faut passer à quelque chose de nouveau. Non, il y a un temps d'intégration. Et le fait d'avoir ces informations que l'on porte sur soi, ces signaux, ça permet aussi aux personnes de la communauté, de la société, d'être plus attentifs, de ménager cette personne qui vit son deuil. Et ce n'est pas juste pour les empêcher de vivre. Bien entendu, tout ça a été transformé au fil des années et on a perdu le sens profond de ces signaux, de ces habitudes, de ces rituels qui permettaient en fait aux personnes endeuillées que l'on prenne soin d'elles, qu'on leur laisse le temps de récupérer aujourd'hui, qu'on perde un enfant, un parent, un compagnon, on a 3 jours de congé, puis il faut revenir au boulot. Et puis, il ne faut pas trop tirer la tête parce que, bon, allez, il faut passer à quelque chose d'autre. Hein. Je dirais que notre société, ça de pire en pire, puisque maintenant, on encourage des euthanasies. Alors, il y a bien sûr des nuances pour tout. L'euthanasie, quand la personne est en souffrance depuis trop d'années, qu'il n'y a plus de solution, c'est peut-être le moyen de la libérer, mais il y a beaucoup de personnes qui ne devraient pas avoir l'opportunité de s'euthanasier ou de se faire euthanasier. Il faut savoir qu'en France, en tout cas, c'est ce que j'ai entendu. Maintenant, il faudra vérifier. Mais si on veut décourager quelqu'un de se faire euthanasier, on risque d'être poursuivi pour le fait d'avoir empêché cette personne d'accomplir son intention. Donc, il y a vraiment tout un rapport à la mort qui est aussi mis en déni dans notre société. Et notre travail en constellation, c'est justement de créer des espaces protégés où les personnes peuvent accomplir des deuils, ou les reconnaître, ou rendre aussi des deuils qu'ils portent malgré eux à la place d'autres personnes de leur système. Alors, le deuil figé, c'est quoi? C'est un deuil qui est mis en pause. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a des personnes qui, par exemple, perdent quelqu'un qui est cher, et puis voilà, il fonctionne normalement. Il fonctionne normalement, rien ne s'est passé. C'est pas tout à fait un déni, mais c'est figé, c'est bloqué. Et puis, 10 ans plus tard, ben voilà, comme cette femme ici qui pleure son père 10 ans plus tard. Elle dit qu'elle n'avait rien ressenti au moment du décès, c'était trop fort. Et bien entendu, ça a eu un impact aussi sur sa fertilité. Hein. Donc, on peut faire un lien avec la masterclass d'octobre sur la fertilité. Mais le fait de pouvoir pleurer, enfin, son père, après toutes ces années, ça a pu débloquer sa fertilité.
qui s'était bloqué en signe de deuil, on pourrait dire, ou voilà, en résonance avec cette perte. Donc, c'est un deuil figé. Et ça, on aura aussi des clients comme ça qui viendront à nous. Le déni de deuil, c'est un deuil qui exclut tout ce qui va enclencher toutes sortes de symptômes comme une dépression, confondue avec le deuil qui pousse au suicide, euh, ou bien il y a une situation incroyable. C'est une femme qui, après la perte de son père, eh ben, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a eu un enfant chaque année. Un enfant chaque année, boum, boum, boum. Et c'était pas normal, c'était en lien avec comme une sorte de tentative de réparation de cette absence, de cette perte qu'elle allait compenser en faisant des enfants. Voilà, donc c'est le déni de deuil et c'est bien plus courant que vous ne le croyez. Un autre exemple de déni de deuil, c'est on perd un enfant, pour une raison ou une autre, et tout de suite après, on fait un autre enfant et on lui donne le même prénom. Surtout si on a perdu un garçon, comme Vincent Van Gogh, lui, il est né après un grand frère qui est décédé peu de temps avant sa naissance, qui s'appelait Vincent. Et donc, chaque année, qu'est-ce qu'il faisait? Avec ses parents, ils allaient au cimetière et ils allaient porter des fleurs sur la tombe de Vincent. Et lui, en tant que petit enfant, et puis même jeune garçon, adolescent, ça le perturbait, il ne comprenait pas finalement c'était qui cet individu qui allait fleurir. Est-ce que c'était lui? Est-ce que c'était un frère? Enfin, voilà, c'est assez compliqué. Et là, c'est les parents qui ont fait un déni de deuil. Et surtout, quand ils regardaient leur fils vivant, ils ne voyaient pas leur fils vivant, mais ils voyaient toujours cet enfant idéalisé, parfait, qui était parti trop tôt. Et donc, de nouveau, dans le travail des constellations, on peut redonner une place à chacun. C'est vraiment, ça crée des schizophrénies, des maladies mentales. Et d'ailleurs, ici, on a un bel exemple, Vincent Van Gogh, qui était quand même sérieusement perturbé, hein, le pauvre, suite à cette histoire. Alors, ça c'est important parce que je parlais du deuil. Le deuil, c'est pas que les personnes que l'on perd. Et Francis Weller euh, c'est un Américain qui fait des cercles. Donc, Bruno, tu devrais t'y intéresser. Hein. Francis Weller, c'est vraiment un homme incroyable. Je crois qu'il a plus de 40 ans de pratique de cercle, surtout avec des hommes, mais aussi avec des femmes, autour justement du deuil. Et il a repéré 5 portes du chagrin qu'il appelle. Alors, je crois que son livre n'est pas encore traduit en français. Euh, mais voilà, donc moi j'ai eu la chance de pouvoir le lire et de le résumer un petit peu. Et donc, une des premières portes du chagrin, je vais voir si. Voilà, c'est tout ce que nous aimons, un jour nous le perdons. Que ce soit des personnes ou des lieux ou une époque. Hein. Ici, on peut dire ça aussi avec l'époque que l'on vit aujourd'hui. Eh bien, il y a des tas de choses qui n'existent plus, qui existaient il y a 25 30 ans et qu'on aimait. Et ça, c'est parfois, il n'y a pas d'espace pour pleurer cela. Et c'est ça que propose Francis Weller dans ses cercles, c'est de pouvoir pleurer ensemble tout ce qui a été perdu et qu'on ne retrouvera plus. C'est aussi très important. Il y a une deuxième porte, c'est les parties de nous qui n'ont pas connu l'amour. Et oui, il y a des parties en nous, ça peut être notre petite fille intérieure, notre petit garçon intérieur, mais ça peut être aussi des aspects, l'artiste intérieur, ça peut être le poète, le musicien, etc. Voilà, différentes parties de nous qui n'ont pas reçu d'amour, n'ont pas connu l'amour. Et ces parties-là, elles crient, elles pleurent, elles sont malheureuses. Et le travail, entre autres, dans ces fameux cercles, c'est de pouvoir aller rencontrer ces parties de soi et de pouvoir leur donner un peu d'amour et de les voir et de les reconnaître. Et
Je vous rappelle qu'en constellation, on fait dire, c'est je te vois. Je te vois, ben, on peut dire à notre petite fille intérieure, notre petit garçon intérieur, ben, je te vois parce que quand tu étais petit, tu n'as pas vraiment connu l'amour. Ou en tout cas, l'amour comme tu aurais voulu être aimé. Et voilà, ça, c'est aussi un deuil important. Il y a les chagrins du monde. Ici, on voit une terre qui a brûlé. Pour moi, c'est une image qui me touche beaucoup parce que comme j'ai habité 5 ans au Portugal, qu'est-ce que j'ai vu? Ben, j'ai vu des feux, des feux, des feux qui détruisaient des régions entières. Encore cet été, il y a eu énormément de feux qui ont détruit cette belle nature. Et il faut des années et des années pour retrouver la végétation qui existait avant le feu. Alors, la nature est très, très volontaire. Elle, elle récupère assez vite, mais pour avoir des arbres conséquents, grands, il faut vraiment 40 à 50 ans, plus 100 ans. Et les feux, maintenant, c'est des cycles très courts, entre 3 et 5 ans. Et donc, le feu revient et revient et revient, et une terre qui a été brûlée et rebrûlée, rebrûlée. Donc ça crée du chagrin, ça crée des traumas très, très importants, ce qui n'est absolument pas traité dans des régions comme le Portugal, mais il n'y a pas que le Portugal, le sud de la France, même en Sibérie, il y a eu des feux, en Italie, en Grèce, etc. Et il n'y a rien qui est fait pour accompagner la souffrance, le deuil, la perte de ces paysages. Alors, il y a la pollution, il y a les mines dans des pays comme en Afrique où on détruit des régions immenses qui ont la taille de la Belgique. Euh, et tout ça, il y a des espèces qui disparaissent, il y a des plantes qui disparaissent, etc., etc. Il y a du plastique, hein, là je fais un petit clin d'œil à Claire. Le plastique, bah, tout ça transforme le paysage et ça, ce sont les chagrins du monde. Et de nouveau, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas d'espace pour pouvoir pleurer ça. Et ça a une incidence sur toute notre société et sur notre rapport à notre environnement. Si nous avions la possibilité de vivre le deuil de la perte d'une région, d'une plante, d'un animal qui a disparu, qui ne viendra plus dans cette région, etc., eh bien, on n'aborderait pas notre environnement de la même manière. Donc, c'est vraiment très, très important. La quatrième porte, c'est tout ce que nous attendions et que nous n'avons pas reçu. Donc, je fais un lien avec ce que je disais tout à l'heure. Voilà, on a des parties de nous qui n'ont pas été aimées, même par nous-mêmes, hein. Parfois, on ne s'aime pas soi-même, hein. C'est bien plus courant qu'on ne le croit. Mais aussi, parfois, on attendait d'être aimé d'une certaine façon et puis on ne l'a pas été. Et ça, quasiment tous les êtres humains espéraient être aimés d'une certaine manière par leurs parents. Et puis, ils ont été aimés par leurs parents, mais pas comme ils auraient voulu être aimés. Et ça peut être une grande souffrance aussi. Et de pouvoir pleurer cela, de pouvoir faire le deuil de cela, ça nous rend beaucoup plus adultes, ça nous rend beaucoup plus humains. Donc, c'est aussi une porte importante. Et puis, la dernière, hein, cinquième porte, c'est le chagrin de nos ancêtres. Et oui, c'est ce à quoi on est confronté à chaque fois quand on fait des constellations, c'est de voir combien, par amour, par loyauté, par connexion, par intrication même, nous portons la tristesse de nos ancêtres. Un peu comme le petit Miguel dans Coco, ben, il porte le chagrin de son arrière-arrière-grand-mère et il cherche un moyen de remettre, de faire revivre son arrière-arrière-grand-père que tout le monde a oublié. Et le travail des constellations, c'est de pouvoir rendre le chagrin de nos ancêtres à nos ancêtres. Ça, c'est très important. Et dans le cercle les cercles que propose Francis Weller, ils font aussi un travail un peu différent. Ce ne sont pas des constellations, mais il y a des rituels qui sont mis en œuvre pour justement rendre euh, ce qui vient des ancêtres à nos ancêtres. Alors tout cela nous amène aux fantômes, hein, donc, que vous avez peut-être vu
différents films. Moi, j'aime bien Ghostbusters. Il y a aussi le film Les Autres, The Others, qui est incroyable parce qu'on ne sait plus qui sont les personnes réelles et puis les fantômes. Mais bon, les fantômes, c'est pas des personnes avec des capes blanches qui se baladent, mais ça peut vraiment être présent en nous. Alors, fantôme, ça vient de quoi? Ça vient de fantasme, fantasme. Un fantôme est le résidu perpétuel d'un deuil qui n'a pas été fait. Donc, on reste toujours dans ces notions de deuil non fini, le deuil figé, le deuil, le déni de deuil, le deuil que l'on transmet et que l'on n'assume pas et que l'on transmet à sa descendance. Et ça crée des fantômes. Alors, il faut savoir, ça c'est Saint Augustin qui disait que les morts sont des invisibles, mais ils ne sont pas des absents. C'est intéressant. Et c'est pas parce qu'on ne les voit pas, parce que finalement les morts sont des invisibles, comment dire, c'est des sortes de fantômes, mais ils ne sont pas absents, donc ils se font entendre. Alors, vous avez sans doute entendu parler de la crypte. Voilà, bah, ici un exemple de crypte, hein. C'est une sorte de lieu. Parfois, ça se trouve aussi en dessous des églises, hein. On descend dans la crypte. Mais c'est un lieu un peu caché, un peu souterrain, un peu. Voilà. Mais on a des cryptes en nous et il y a des défunts encryptés. Et donc, ici, j'ai représenté un peu maladroitement cette notion que, en soi, dans nos cellules, nous avons, pour certains d'entre nous, une crypte où il y a un défunt qui est là et qui attend d'être entendu, vu, reconnu. Et il semblerait que la schizophrénie, bon, il y a plein d'explications sur la schizophrénie, mais que ça pourrait être aussi un élément qui devrait mettre la puce à l'oreille, parce que le schizophrène est très souvent la manifestation d'un fantôme encrypté. Alors ça, c'est Turok, hein, ou Turok, je pense qu'on prononce comme ça, Turok, et Abraham qui ont voilà, Nicolas Abraham et Maria Turek, qui ont beaucoup étudié cette question. Donc voilà ce qu'il dit. Dans certains cas de secret, entre autres, hein, donc je fais de nouveau référence à notre histoire du petit Miguel, tout se passe comme si un mort, dans des circonstances dramatiques, honteuses ou injustes, ne pouvait s'en aller et restait attaché à la famille sous la forme d'un fantôme ou d'un revenant caché ou mal enterré dans une crypte dans le cœur d'un descendant et s'exprimant parfois comme un ventriloque et parfois même sous la forme de symptômes répétitifs et passant de l'inconscient d'un parent à l'inconscient d'un enfant. Et c'est ça que nous accompagnons parfois lors de nos constellations. Alors, la caractéristique de ces fantômes est de se transmettre de l'inconscient d'un parent, celui d'un descendant, d'un grand-parent, à un petit enfant, d'un oncle à un neveu, etc., selon, pour le moment, encore des modalités inexpliquées. Ce n'est pas encore tout à fait expliqué. Peut-être que c'est dans l'épigénétique, mais on va voir. Tant que les fantômes n'auront pas été dévoilés, reconnus, hein, donc ça c'est important, hein, j'aurais pu le mettre en gras, le mot reconnu, et aider à rejoindre leur destination ultime, ben, les catastrophes continueront à se répéter. C'est un peu ce qui se passe aussi avec notre petit Miguel. La famille, elle est coincée dans ce secret et dans ce déni aussi, dans ce déni de la disparition sans explication, hein. Donc, le corps n'a jamais été retrouvé de l'arrière-arrière-grand-père. Je vais revenir là, sur cette notion-là, hein, le fait d'une personne qui disparaît et on n'a pas pu voir mort. C'est vraiment très, très, très éprouvant pour une famille. Alors, je reviens un peu avec les Amérindiens, parce qu'ils avaient une relation aux défunts qui était très importante. Et pour eux, il y avait 4 types de défunts qui peuvent perturber les vivants. Alors, il y a les défunts qui ont oublié d'où ils viennent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet oubli implique l'oubli du langage, de la culture. Ils sont perdus car ils ont oublié leurs origines.
Ils ne savent pas qui ils sont et où ils doivent aller. Ils sont effrayés. Donc, ça peut vraiment arriver qu'il y ait des défunts qui sont complètement déconnectés ils ne savent plus qui ils sont. Et je pourrais dire que ça peut arriver lors d'un accident, un accident violent, où la personne ne sait plus très bien où elle est, qu'est-ce qu'elle fait, qui elle est. Elle a une sorte d'amnésie. Donc l'amnésie, ça se passe en tant que vivant, mais ça peut aussi être en tant que défunt. On peut être un défunt amnésique. Et ça les rend perturbés et ça fait des fantômes effrayés. Il y a les défunts silencieux. Ils se sont tus suite à la violence, hein. On peut dire par exemple les gens qui ont survécu à la Shoah, des choses comme ça, à cause de la famine, d'accidents, de la violence. Ils ont appris à se taire, à ne pas utiliser leur voix pour demander ce dont ils ont besoin. Ils ont arrêté de chanter. Donc voilà, ils sont devenus muets, on pourrait dire. Ils sont muets de stupeur parce qu'il est dangereux de s'exprimer. Il y a aussi les défunts qui ont tout oublié. Ils vivent dans le monde de l'oubli. Lorsqu'on les contacte, on risque d'être contaminé par cet oubli parce qu'il y a eu trop de pertes de deuil. C'est un peu différent de l'amnésique, parce que ici, les défunts ont oublié d'où ils viennent. Et là, apparemment, c'est encore une autre forme d'amnésie, on va dire. Voilà. Et les défunts insupportables, c'est intéressant. Ils continuent de vivre morts comme ils vivaient vivants. C'est des personnes qui avaient des souffrances et ils continuent de vivre dans la mort comme ils vivaient voilà, en étant vivants. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que la mort fascine, elle effraie l'humain depuis l'aube des temps. Les animaux peuvent aussi être sensibles à la perte d'un des leurs. Les rituels, c'est très important, ça permet d'accepter le décès et permettent d'entamer le processus de deuil qui va évoluer au travers de 5 états d'être. Le deuil ne peut se vivre que si le deuil originaire a pu être vécu. Donc, toutes ces personnes qui n'ont pas pu quitter leur mère et toute cette sécurité et cette fascination mère-enfant et renoncer à tout ça, eh bien, auront des difficultés à vivre le deuil. Alors, si ce n'est pas le cas, des pathologies du deuil peuvent se mettre en place avec le déni du deuil ou le deuil figé. Le deuil peut se vivre aussi par rapport à la perte d'autre chose que d'un être cher. Voir mourir une forêt que l'on aimait, disparaître une espèce animale, etc. Il y a aussi le deuil de tout ce que l'on aurait voulu vivre, ressentir, les attentes déçues, les parties de soi qui n'ont pas connu l'amour. Et lorsque les morts sont oubliés, n'ont pas été honorés, alors ils se manifestent à travers leurs descendants qui se comportent comme des fantômes. En fait, les fantômes, c'est les vivants. Ce sont des vivants qui expriment ça. Alors, quel lien entre les défunts et la grande histoire? Ça, c'est la deuxième partie. Donc, tous nos blocages ne sont pas d'office liés à nos parents et à des traumas personnels ou familiaux. Et ça, c'est très important de se le rappeler. Et que très souvent, ça, c'est la faiblesse de la psychanalyse, c'est qu'on revient toujours aux problèmes relationnels entre l'enfant et ses parents. Mais bien souvent, ça n'a rien à voir et c'est vraiment des histoires beaucoup plus anciennes. Alors, par exemple, j'ai eu une cliente qui avait plus ou moins 27 ans, dont le grand-père, le grand-père maternel, pardon, avait fait la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie. Donc, deux guerres costaudes, hein. Je pense que ça n'a pas été des guerres faciles. D'ailleurs, aucune guerre n'est facile, mais il y en a qui ont été assez terribles. Donc, quand on a mis en place son système, il est apparu que le grand-père, qui était mort d'ailleurs d'une crise cardiaque très jeune, à 40 ans, laissant une femme et 3 orphelins, en fait, ce grand-père était terriblement lourd et triste. Et très rapidement, on a vu qu'il y avait du monde autour de lui. Et ce n'étaient pas des personnes de sa famille, c'était ses compagnons de guerre
c'était des soldats. Et il faut savoir, et il y a des études qui ont été faites là-dessus, c'est qu'il y a un lien de proximité avec les compagnons soldats qui fait que parfois ces relations deviennent plus importantes que les relations avec la propre famille. Et c'est comme ça que on a représenté par différents représentants, mais aussi avec des coussins, on a représenté ces compagnons-là, mais on a remarqué que ça ne suffisait pas et qu'il fallait rajouter aussi les soldats ennemis que ce grand-père avait dû tuer. Et oui, parce que le sang, quand il est versé entre deux individus, et ça c'est une règle en constellation, eh bien, nous intégrons la famille de la personne que l'on a tuée et la personne que l'on a tuée intègre notre propre famille. Et donc, quand on fait une constellation, c'est important de pouvoir représenter aussi ceux qui ont été tués par la personne qui est représentée et inversement. Et c'est quand on a pu permettre aux représentants du grand-père de se sentir relié aux soldats ennemis, à ses compagnons d'infortune, qu'il a pu retrouver le calme et finalement accepter sa mort. Et bien entendu, ça a eu un impact sur la cliente qui a réalisé que finalement, toute cette tristesse qu'elle portait, ce n'était pas à elle, mais c'était celle de son grand-père. Donc voilà un exemple parmi des centaines d'exemples. Alors, l'individu vit dans un environnement. Ici, on voit quelqu'un qui vit en ville, quelqu'un qui vit à la campagne, là, il fait des semailles. Ben, cet environnement a un impact sur la psyché de l'individu. On ne peut pas être insensible. Tout ce qui se passe autour va avoir un effet sur l'individu. Et on peut pas éviter ça. Également, l'individu vit dans un contexte, une époque. Donc ici, on voit que la crise de 1929, ici, on voit que c'est en France, hein, c'est écrit en français. Donc, tous ces gens n'avaient plus de travail, avaient faim, pouvaient plus payer leur loyer, pouvaient plus élever leurs enfants. Ça se passait aussi aux États-Unis, ça se passait dans différents pays du monde. Et donc, c'est un contexte qui crée un état émotionnel du désespoir, du découragement, de la dépression. Et tout récemment, ben, nous avons ici des images de la guerre d'Ukraine. Je ne l'ai pas mis pour la Palestine, mais bon, voilà. Quel que soit le pays, là maintenant, il y a le Soudan. C'est des situations super puissantes qui sont parfois bien plus puissantes encore que les conflits qu'on peut avoir dans notre famille et qui marquent toute la famille, qui marquent toute la société et qui vont se transmettre sur des générations et des générations. Les Israéliens n'ont aucune idée de l'impact sur des dizaines de générations, hein, pas juste cette génération comme on le disait dans la Bible, mais ça va bien plus loin, et qu'ils paieront pendant toutes ces générations les conséquences de ce qui s'est passé. Mais attention, bon, moi je parle ici de la Palestine et d'Israël. Les Palestiniens, ils ont été représentés par ce fameux Hamas qui a joué des jeux malsains et malhonnêtes qui ont mis en danger la population et ils portent la responsabilité de toutes les morts. Donc il y a des familles de politiciens, des familles de personnes ayant des responsabilités sur des populations qui vont porter à leur insu, pendant des générations et des générations, bah, les conséquences de leur choix. Et ça, c'est terrible. Alors, Rachel Yehuda, c'est une Israélienne qui s'est passionnée et qui a consacré sa vie à l'étude de l'épigénétique et qui a pu constater qu'il y avait effectivement des changements dans l'ADN en lien avec des traumas. Et donc, elle a pu constater justement cette transmission qui est en fait une sorte de petit signal épigénétique qui montre qu'une expérience bouleversante ne disparaît pas quand on meurt, mais elle survit sous une certaine forme, elle se transmet à nos descendants. Alors, il y a eu
des études ont été faites, par exemple, sur la transmission euh, épigénétique d'une information de famine dans des communautés en Hollande, mais également au niveau des signaux épigénétiques, on a pu constater qu'une personne qui avait subi une agression sexuelle, un viol ou un abus de type inceste, ben, transmet ça à sa descendance, transmet le changement épigénétique. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Si vous voulez en savoir davantage, vous devez faire quelques recherches par vous-même, parce que c'est assez compliqué. Mais voilà. Donc, l'épigénétique correspond à l'étude des changements dans l'activité des gènes, n'impliquant pas de modification de la séquence d'ADN et pouvant être transmis lors des divisions cellulaires. Contrairement aux mutations qui affectent la séquence d'ADN, les modifications épigénétiques sont réversibles. Ça, c'est la bonne nouvelle. On peut pouvoir, je dirais, se réparer. Et je dirais même que les constellations systémiques des familles permettent de faire ce travail parce qu'on implique les émotions. Ça permet de désactiver ces changements au niveau de l'épigénétique. Alors, les recherches de Rachel et Yehuda démontrent que le traumatisme d'une mère, même si c'était produit durant l'enfance, pouvait donner lieu à des changements épigénétiques dans l'ADN contenu dans ses ovules et ainsi avoir une influence sur la santé mentale de ses enfants et de ses petits-enfants. Et j'ai mis de ses petits-enfants en gras parce que c'est ce qu'on a constaté, entre autres en Suisse. C'est une femme qui a été incestée. Sa fille n'a rien, mais sa petite fille a effectivement les effets de ce qu'elle a vécu. Elle est en train d'être en résonance avec sa grand-mère. Pourquoi? Mais parce que l'ovule qui a créé sa petite fille est l'ovule qui a vécu ce changement épigénétique. Voilà, donc j'espère que vous arrivez à comprendre ça. Il faut savoir aussi que ça a un impact sur le père parce que il a été observé chez des vétérans que le sperme est aussi affecté par les traumas vécus et on a constaté un lien direct entre le marquage épigénétique, qu'on appelle méthylation, et les maladies mentales de leurs enfants. Donc, vous voyez hein, l'importance de tout ce qui se passe au niveau sociétal a aussi un effet sur les individus et sur les familles. Alors là, bah oui, alors pourquoi, Oriane, il faut s'intéresser à l'histoire? Ben déjà, moi, qu'est-ce que j'ai constaté de nombreuses fois en faisant des constellations, c'est de l'impact des deux guerres que nous avons eues au XXe siècle. Et bien entendu, quel est l'impact? Ben, c'est d'abord le déni. Ce qui est arrivé n'est pas arrivé. C'est ce qui se passe généralement. On signe l'armistice, on signe la fin des hostilités et on fait comme si plus rien ne s'était passé. Observez un peu ce qui s'est passé avec le Covid. C'est comme si ça n'avait pas existé. C'est comme si les gens n'avaient pas été en stress parce qu'il y a des personnes qui ont très, 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 très mal vécu cet épisode et toute cette propagande qui avait pour but de faire peur à la population. Eh bien, maintenant, on fait comme si ça ne s'était pas passé. Ça n'existe pas. Mais c'est pire encore quand c'est la guerre. Il y a la culpabilité du survivant après une guerre. Pourquoi moi et pas l'autre? Pourquoi est-ce que j'ai survécu? Ben, ça a un impact sur toute la société. L'identification à l'agresseur, nous l'avons bien cherché. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? C'est que euh, le pays agressé peut commencer à essayer de se justifier et d'avoir cette forme de... C'est plus qu'une culpabilité, mais c'est... On essaye d'excuser l'agresseur. Nous l'avons bien cherché. Euh, c'est des choses qui se vivent aussi dans les relations individuelles. Hein. Quelqu'un qui se fait agresser, bah, peut-être qu'il peut se dire ah, j'aurais peut-être pas dû regarder dans les yeux, j'aurais peut-être pas dû faire ceci ou cela. Et la personne se sent
coupable, responsable de la situation. Il y a la perversion du jugement, les victimes sont les coupables et inversement. Donc ça arrive aussi que pour finir, on change complètement la situation. C'est un peu ce qui se passe avec les Israéliens et les Palestiniens, hein. Pour finir, on ne sait plus qui est la victime et qui est le, le persécuteur. Bon, la plupart des gens disent, oh, bon, c'est clair, c'est les Israéliens qui sont les persécuteurs et les oui, mais qui a attaqué les premiers? C'est les Palestiniens. Et puis, qui était derrière ceux qui ont attaqué lors de la rave party, etc., etc. Bon, moi, je ne suis pas ici pour prendre parti pour personne, mais si on commence à dérouler tout, on ne sait plus qui est vraiment le coupable dans l'histoire. Et tout le monde cherche à se justifier. Et c'est puissant. Et puis, ça, c'est le plus important. Je crois que c'est l'anesthésie sociale sur plusieurs générations. Le choc étant tellement violent que ça coupe de la sensibilité et ça va avoir un effet sur les générations qui viennent. Et moi, je me permettrais de dire que si nous avons les dirigeants que nous avons aujourd'hui, eh bien, ces dirigeants-là, qui sont quand même sacrément insensibles à la douleur de la population, à la difficulté que la population traverse, hein, par exemple en France, en Belgique aussi, euh, eh bien, et qu'ils les accusent et ils font croire que du style, c'est bien les Français qui ont gaspillé l'argent et qu'on s'est endetté pour eux, etc., etc. Donc, on est dans la perversion du jugement, la confusion, la culpabilité, le déni, mais il y a surtout cette anesthésie sociale qui fait que les dirigeants n'ont plus aucune compassion. Et ça, c'est un résultat des guerres. C'est un résultat des guerres. Voilà, et une forme de folie, c'est ce qui arrive hein, quand on voit certains, hein, monsieur là, le petit Manu là, il est complètement fou. C'est quelqu'un qui devrait être, je dirais, interné, ne fût-ce que pour ses addictions, mais aussi pour les discours incohérents qu'il n'arrête pas de donner ou les réactions complètement hors propos quand il visite un pays. Enfin, voilà, je ne suis pas ici pour critiquer les dirigeants français, mais c'est des exemples de ce qui se produit dans notre société. Alors, il y a aussi une fascination pour les criminels et la destruction de masse. Ce sont des éléments qui augmentent. Et d'ailleurs, tous ces jeux vidéo, euh, ces films violents, tout ce qui exprime cette violence, euh, ça a été fait pour des films, je ne sais plus le titre de ce film, mais c'était un film, Le Silence des agneaux, ou un truc comme ça. Ben, c'est une fascination pour les criminels. Il y a une fascination pour les criminels. Et ça, c'est parce qu'il y a une anesthésie qui s'est installée dans nos êtres et dans l'être social. Bon, ben voilà. Une tendance suicidaire, on peut dire que dans notre société, elle est en train de se suicider en ce moment. Donc, on est vraiment bien dans cette dynamique-là. Or, que dit Erwin Schrödinger? Bon, en même temps, j'ai découvert des facettes de ce scientifique qui étaient pas très reluisantes, mais bon, voilà. Erwin Schrödinger a observé qu'il fallait un délai de 50 ans pour qu'un événement comme la guerre produise un effet sur la population. Bien entendu, on ne parle pas ici des effets immédiats, mais de ceux plus silencieux comme la folie. Ce qui est fascinant, c'est que des écrivains comme William Faulkner, mais aussi un philosophe comme René Descartes ou encore Auguste Comte, père du positivisme, ont fait cette même observation et même des auteurs de la Grèce antique avaient observé qu'il y avait des conséquences 2 générations après une guerre sur la population. Alors, que se passe-t-il après la capitulation? Ben oui, on signe des papiers, tatati, et puis hein,
On ne veut plus entendre parler de la guerre, hein. Après 4 ans de guerre ou plus, hein, parce que, par exemple, j'ai découvert en vivant en Angleterre qu'ils ont subi les conséquences de la guerre encore pendant plus de 10 ans après la guerre. Ils avaient des restrictions, ils avaient des cartes de rationnement, ils avaient un manque de logement, etc., etc. Et tout ça, ça a un impact sur la manière de fonctionner de toute la société et d'être en relation avec les autres pays. Donc, on ne veut plus entendre parler de la guerre. Il y a tous les disparus que l'on attend sans attendre. Et oui, il y a énormément de personnes qui ont disparu pendant la guerre et qui ne sont jamais revenues dans leur famille et qu'on attend. Alors, je vais vous dire une petite histoire. J'ai reçu une cliente il y a quelques années d'origine italienne qui était ici en Belgique, à Bruxelles. Et elle avait, je ne sais pas combien de diplômes, elle parlait 6 langues, elle n'arrivait pas à trouver du boulot. Et puis, on fait une constellation et on découvre qu'en fait, elle était en attente. Elle disait, oui, c'est vrai, je ne sais pas, je suis en attente. Alors, on cherche qui elle attend, on fait une petite enquête, là, très rapidement, comme vous savez comment on peut le faire. Elle dit, ben oui, mon grand-père n'est jamais rentré de la guerre. Et donc, on a représenté le grand-père, on a représenté la dame, etc. On a fait la constellation. 3 jours après, elle me téléphone pour dire qu'elle avait trouvé du boulot. Alors que ça faisait des années qu'elle n'arrivait pas à trouver du travail. Tout ça parce qu'on avait pu dire à ce grand-père qu'on le voyait et qu'on l'avait attendu. Et donc, c'est très, très, très important. Ça fige des familles entières que d'avoir des disparus à la guerre ou des disparus dans d'autres circonstances, puisqu'il y a aussi beaucoup d'enfants qui disparaissent, hein. Chaque année, il y a je ne sais pas combien d'enfants qui disparaissent et qu'on ne retrouve jamais. Mais bon, vous pouvez imaginer que la famille, elle est figée pendant tout ce temps-là. Il y a la haine, il y a les orphelins. À la fin de la guerre 40-45, c'est incroyable le nombre d'orphelins qu'il y avait. Et que fait la France? Elle les cachait dans des orphelinats retirés, parce que ça rappelait la guerre, ça rappelait finalement beaucoup de choses désagréables. Et donc, ils ont survécu, hein, ces pauvres orphelins, ils ont créé des familles, mais bloqués, ils ont aussi perdu leurs parents, qui ont disparu, parfois qui n'ont jamais pu voir défunts. Il y a les fantômes qui commencent à se manifester, et je vais avoir une histoire à vous raconter. Il y a la folie, la psychose, il y a le secret, le non-dit, le silence, qui est plus lourd, bien sûr, que la parole. Quand les enfants entendent la voix des morts, c'est surtout la voix de ceux qui sont morts sans sépulture, sans cérémonie, dit Lionel Bailly. C'est très important. Alors, moi, j'ai observé que pour bien faciliter, il est important de connaître un peu l'histoire. Alors, bien entendu, vous ne devez pas connaître tous les événements, mais d'être toujours vigilant par rapport à cet élément de l'histoire, de la grande histoire, et de se poser les questions, tiens, mais ils avaient quel âge vos grands-parents à l'époque qui peut être, par exemple, en 14-18, en 40-45, etc., etc. Également, il y a des souvenirs qui sont encore plus anciens, parce qu'il y a l'histoire officielle, celle qu'on apprend à l'école, qui est euh, au service, en fait, d'un discours et qui nie des événements. Un événement très, très, très grave qui s'est passé en France, c'est le massacre des Vendéens. Donc, en 3 ans, ils ont massacré entre 100 000 et 200 000. On n'a jamais su exactement le nombre exact. Ils ont été massacrés par et les troubles, les troupes républicaines. Et il y en a même qui considèrent ça comme un génocide parce que ça a été vraiment les troupes arrivaient dans des villages et ils détruisaient tout. C'était la pratique de la terre brûlée. Ils tuaient tout le monde, tous ceux qui n'étaient pas républicains, ou même s'ils l'étaient, de toute façon, ils ne faisaient pas de différence et ils détruisaient tout le monde pour faire peur. C'était la terreur.
Et il faut savoir que ça, ben, vous rajoutez 50 ans à ça, et on arrive dans les années 40, 1840. Tiens, tiens, qu'est-ce qu'il y a comme événement? Et donc, vous pouvez faire des cycles par rapport à tout ça. La guerre de 1870-1871, qui oppose la Confédération allemande à la France durant 6 mois. Lisez, observez bien, le bilan des pertes militaires est plus lourd du côté français, avec 139 000 morts. Imaginez, 139 000 morts et 143 000 blessés. Parce qu'être blessé, c'est aussi un deuil quand on n'a plus de jambes, plus de bras, et on rentre à la ferme, et puis on ne peut plus vraiment aider. On n'est plus qu'un poids pour la famille. Plus toutes les images horribles qui restent dans le corps, dans la mémoire, c'est terrible. Et il y avait 370 000 prisonniers aussi. Dans les rangs allemands, le conflit fait 50 000 morts, dont la moitié ont péri de maladies. Et oui, parce qu'une guerre, c'est pas que du canon, c'est aussi des maladies, des blessés et, regardez, 14 000 disparus, 90 000 blessés. C'est pas rien, hein. Donc, quand on fait le total de tout ça, ben, ça fait du monde. Ça fait du monde et c'est beaucoup d'horreur, de l'horreur que les individus vivent. C'est des traumas qui sont encore plus terribles que certaines maltraitances dans les familles. En France, pendant la Première Guerre mondiale, 2400 poilus sont condamnés à mort, parmi lesquels 612 seront fusillés pour l'exemple. Et oui, voilà, on va tuer donc les soldats. Les poilus, c'était les soldats qui vivaient dans les tranchées. Et ils devaient dormir avec des cadavres. Donc, vous imaginez un peu le traumatisme avec les odeurs, les rats. On n'a aucune idée de l'horreur et du froid. Il n'y avait pas de chauffage, hein. Ils n'avaient pas assez à manger, etc., etc. Voilà. Et donc, il y en a qui ont été aux travaux forcés. Il y a eu des personnes, des soldats qui se sont mutilés volontairement pour pouvoir arrêter de combattre, parce que ça, c'est ce qu'on essaye de nous faire croire que, par exemple, là en ce moment, que les Européens ont envie d'aller se battre contre les Russes, par exemple. Mais tout ça, ce sont des choses qui sont décidées entre les dirigeants pour cacher toutes les malhonnêtetés qu'ils ont faites. Voilà, donc délit de lâcheté, de mutinerie, etc., etc. Voilà, tout ça, ça fait des blessures psychiques, physiques, sociales dans les populations. Donc, les pertes humaines de la Première Guerre mondiale s'élèvent à environ 18 600 000 morts. Et ce nombre inclut 9 700 000 de morts pour les militaires et 8 900 000 pour les civils. Impressionnant. Donc, vous imaginez l'impact sur les générations qui viennent. C'est conséquent. Alors, je n'ai pas, bien sûr, j'allais pas faire toute une liste de toutes les guerres, mais ne fût-ce que pour la France, 14-18, la Première Guerre mondiale, 40-45, la Deuxième Guerre mondiale, 46 à 54, 1946 à 1954, la guerre d'Indochine, et tout de suite, en 1954 jusqu'en 62, la guerre d'Algérie. Et il ne faut pas oublier toutes les interventions militaires en Afrique, en Asie, les bombes nucléaires des îles Bikini, etc., etc., qui ont créé des stress très, très profonds chez ceux qui ont dû se soumettre à ces activités-là. Donc, on peut dire, voilà, en France, ce qui est dit, qu'au moins 6 256 personnes qui ont servi dans l'armée ont mis fin à leur jour en 2005. Vous imaginez l'impact euh, de, de cette vie à l'armée, de toutes ces actions d'intervention avec les casques bleus, etc., etc. Et donc, ça fait une moyenne de 17 par jour, ce qui est dit dans le monde. Alors, il faut savoir que le taux de suicide dans la population est de 8,9 pour 100 000. La proportion chez les anciens militaires est de 18,7 à 20,8 pour 100 000. Le chiffre est encore plus élevé chez les jeunes âgés de 20 à 24 ans.
où la proportion atteint de 22,9 à 31,9 suicides pour une population de 100 000, soit 4 fois le taux de suicide enregistré chez les non-militaires pour cette même tranche d'âge. Donc, ici, tout ça, ça prouve que euh, la guerre et les situations de guerre entraînent un vrai traumatisme. Il faut savoir qu'aux États-Unis, les anciens combattants représentent un quart des sans-abri. Imaginez, ils sont tous atteints au plus profond. Mais parfois, ces personnes ont eu des enfants, ils étaient mariés avant de partir à la guerre, et toute la famille porte cette histoire. Alors, je vais vous lire l'histoire de Tristan. Alors, Tristan a une quarantaine d'années. Il est reconnu comme un maître dans l'art qui fait son métier. Il arrive chez un analyste au bord de la faillite professionnelle et familiale. Suite à une série de mauvaises décisions, le voici adressé par son médecin qui ne fait plus confiance aux médicaments psychotropes dans son cas. Interrogé sur d'autres catastrophes antérieures, il mentionne, mais avec scepticisme: c'est si loin tout ça, qu'est-ce que vous allez chercher là? Et oui, la mort de sa sœur, son aînée de 2 ans. À contre-cœur, il dévoile les circonstances de l'accident qui n'a aucun rapport, répète-t-il, avec son désastre actuel et son désarroi. À partir de là, il s'exprime au présent. Donc avant, il parlait à l'imparfait, et puis à un moment donné, il y a quelque chose qui change dans le temps qu'il utilise. Et il parle à l'indicatif présent. Et voilà, il explique, il a 4 ans. Il se tient avec elle sur un refuge au milieu de la rue. Leur mère a déjà traversé avec une autre petite sœur dans la poussette. Leur père est encore sur le trottoir derrière eux, attendant de traverser, qui regarde ailleurs. Le tramway arrive, corne violemment. La petite fille quitte la main de son jeune frère et traverse la rue en courant vers sa mère, et une voiture à pleine vitesse la renverse. Elle est projetée dans le caniveau, où il la voit recroquevillée comme une poupée de chiffon. 40 ans après, il réalise qu'il est le seul à pouvoir repasser seconde après seconde le film qu'aucun de ses parents n'a vu. Il est aujourd'hui, pour ainsi dire, toujours au milieu de la rue, et un peu plus tard encore au milieu d'une chambre, où il voit sa sœur sur un lit, avec un gros bleu sur la joue et le front. Alors, probablement, on lui dit qu'elle est morte. Voilà, il dit qu'il ne comprend pas. Je suis comme un boxeur groggy. Je ne cesse pas de recevoir des coups sur la tête chaque fois que je me relève, sans penser, en ne cessant de combattre. Je n'ai jamais su me défendre. Et puis, sur le coup, euh, on va plus loin et comment dire, l'analyste lui demande, à l'âge que vous aviez au moment de l'accident, les petits-enfants peuvent être liés par ce qu'on appelle le transitivisme. L'un peut se mettre à pleurer quand l'autre a reçu le coup. Donc la petite sœur n'a pas eu le temps de pleurer, de crier, mais c'est le frère Tristan. En plus, c'est intéressant qu'il porte le prénom Tristan, et dans Tristan, il y a triste. Donc, mais ça, bon, c'était... vous allez voir, il y a encore une autre raison derrière tout ça. Voilà, donc il pleure à la place de sa sœur. Bon, sur ce, on continue l'accompagnement de ce monsieur. Et qu'est-ce qui se passe? Euh, En fait, c'est lui seul qui avait vu l'accident que les adultes ne pouvaient géométriquement pas voir. Et depuis, dans son art, il a cessé de poursuivre sa Sylphide, une belle jeune fille immortelle, comme une fée des brumes, comme une apparition. Mais derrière cette histoire, il y a une autre histoire. Parce que quand il y a eu l'accident, c'était à Dunkerque. Et la scène se passait au bord d'une plage du Nord, donc près de Dunkerque. Son grand-père avait héroïquement pris part au combat terrible qui s'était déroulé là pendant la Deuxième Guerre mondiale. Sa grand-mère elle-même s'était engagée comme infirmière de guerre. Tous deux en avaient vu alors plus qu'ils ne pouvaient supporter. Une vingtaine d'années plus tard, la famille de Tristan était en vacances chez eux. La terreur qui se manifesta le jour de l'accident de la petite sœur n'était donc pas seulement celle qui s'était abattue sur les protagonistes du drame. Elle a imprégné le lieu où ses parents et ses grands-parents avaient vu tomber tant de jeunes gens.
le petit garçon avait été laissé seul face à ce qu'il avait vu à son tour. La mort de sa sœur comme ultime petit soldat à mourir sur ces rivages n'était pas concevable. Ils tentèrent de faire bonne figure, de se blinder, en maquillant douloureusement la vérité. C'est ainsi que la tombe de la petite fut rapidement abandonnée. Tristan n'y était même jamais allé. C'était d'ailleurs pour lui sans importance. N'avait-il pas les pouvoirs de lui redonner vie par son art, par sa propre vie? Depuis l'adolescence, il avait toujours su comment ressusciter ses jeunes amis, qu'il choisissait de fait écrasés par le poids de la vie. Et voilà. Donc, c'est pour montrer que derrière une histoire qui ferait que, en fait, on pourrait se dire, ah ben, on a trouvé la cause de la cause. Non, il y avait encore une autre histoire qui est liée à la guerre. Voilà, donc ça, c'était l'histoire de Tristan. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que Berthelinger a observé qu'il y avait trois types de conscience, et ici, ça va être très, très utile. Il y a la conscience personnelle. Cette conscience, elle veille à ce que l'on puisse appartenir à son clan au prix même de ses valeurs fondamentales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est le plus important, c'est d'appartenir à son clan. Et tant pis pour finalement des valeurs importantes. Par exemple, des parents indiens ont une jeune fille qui se fait violer et ils finissent par décider de la tuer. Pourquoi? Parce qu'à cause d'elle et du viol qu'elle a subi, ils perdent l'honneur aux yeux de leur communauté et ils doivent récupérer cet honneur. Et pour récupérer cet honneur, eh bien, ils vont aller contre leurs valeurs fondamentales, contre leur amour pour leur propre fille, et ils vont aller sacrifier leur fille qui a été victime de viol pour pouvoir appartenir à leur clan. Ça, c'est la conscience personnelle. Donc là, je prends un exemple extrême, mais bon, c'est des choses qui existent dans notre monde. La conscience collective, elle assure l'intégrité du groupe et assure à tous le droit d'appartenir. Les lois systémiques se régulent sur plusieurs générations et créent ainsi des intrications. Donc ici, par exemple, on reprend l'histoire de la famille indienne. Ils ont tué leur fille pour garder l'honneur et rester intégrés dans le clan, la tribu, la communauté auquel ils appartiennent. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, un descendant, une descendante de la jeune fille, eh bien, va chercher à rééquilibrer le déséquilibre qu'il y a eu, puisqu'elle est exclue. Le fait d'avoir tué, de manière injuste d'ailleurs, mais d'avoir tué leur propre fille, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont exclue, ils l'ont rayée, parce que bien entendu, on n'en parle plus de celle-là, de cette jeune fille, puisque l'honneur a primé sur l'amour. Et donc, il va y avoir un des descendants qui va remettre ça en question et créer une situation pour essayer de réintégrer la jeune fille qui a été tuée par ses parents. Et ça, c'est la conscience collective. Et donc, ça agit aussi avec les guerres et tout ça, c'est la même chose. Et puis, la conscience universelle, ça va au-delà du bien et du mal, car elle inclut tout et tous. Donc, si on regarde la situation d'Israël et de la Palestine, avec cette conscience universelle, on va bien au-delà de c'est eux les coupables, c'est eux les responsables, c'est ceci, c'est cela. On va au-delà. On va inclure tout le monde. Tout le monde a sa bonne place dans ce système. Alors, c'est très important quand on accompagne quand on accompagne des constellations qui impliquent des événements sociétaux, c'est d'être conscient justement de ces consciences-là, de la conscience universelle, de la conscience collective ou de groupe, ça porte différents noms, ou de la conscience personnelle ou individuelle. Voilà, voilà. Donc, on arrive à bientôt à la troisième partie. Donc, en résumé, l'histoire est rythmée par les guerres marquant les individus de sa cruauté. Le déni est une stratégie de survie qui crée des fantômes. On peut dire que lorsque la guerre se termine, celle-ci continue en profondeur, créant de la schizophrénie, de la folie, la perte de sens et des loyautés vis-à-vis des compagnons d'armes. Il y a les disparus que l'on attend parfois pendant plusieurs générations.
Faciliter avec les constellations demande de connaître l'histoire et ses conséquences et de pouvoir regarder ce qui est sans jugement, sans parti pris avec la conscience universelle. Et voilà, alors ici, comment on repère les défunts en constellation? Ben, déjà, si vous êtes avec des frères représentants, le représentant ou le client en constellation va regarder fixement le sol ou le mur, comme hypnotisé. Parfois, il est assis sur la chaise à côté du facilitateur et il regarde déjà fixement le sol. Là, vous pouvez placer à ce moment-là, euh, justement, un représentant, mais vous pouvez avant tout vérifier auprès de votre client s'il souffre de dépression et depuis quand, s'il porte une tristesse sans avoir de vraies raisons récentes de l'aide, perte d'un parent, d'un membre de sa fratrie ou d'un proche. Et si c'est le cas, il est probablement intrigué avec un défunt. Et c'est comme ça qu'on va faire allonger une personne dans la zone regardée par le représentant ou le client. Et c'est donc généralement un défunt oublié. Il arrive que le représentant du client cache une autre personne qui est peut-être un défunt avec qui le client est intriqué, en résonance de par sa place dans la fratrie, et d'autres éléments comme une même date de naissance, un prénom en commun. Donc là, vous pouvez deviner qu'il y a, bah, par transparence, on voit qu'il cache quelqu'un. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On met en évidence, on fait voir celui qui n'était pas vu en dissociant les deux représentants. Et on peut proposer une phrase du type: maintenant, je peux te voir. Observez comment se sentent les représentants et le client. Il faut vérifier si le représentant du défunt a les yeux ouverts ou fermés. Ça, c'est un critère très important. Donc, il y a le fait qu'il a les yeux fermés, c'est que finalement, le représentant dort, mais ça veut dire aussi que il représente un défunt qui apparemment est apaisé. Et si ce n'est pas le cas, s'il a les yeux ouverts, alors il y aura quelques rituels à accomplir. Et les rituels sont tout simples. Par exemple, faire incliner devant les défunts, le front au sol si possible, parce que ça aide à reposer en paix. En général, après 2, 3, 4 minutes, les représentants peuvent fermer les yeux et même des fois ils s'endorment. C'est assez fascinant de voir comment ça agit. Alors, ce qui est important, c'est aussi de séparer le royaume des vivants du royaume des défunts. Et moi, j'utilise une corde. Je place une corde pour séparer les royaumes des défunts et des vivants. Alors, les morts qui ne savent pas qu'ils le sont, ça, c'est suite à des accidents. C'est important alors d'expliquer aux représentants du défunt ben, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, et avec un maximum de détails pour que le représentant du défunt intègre que en fait il est bien décédé et voilà. Et donc à ce moment-là, il y a un apaisement qui s'installe. Mais ce qui arrive aussi, c'est que parfois il y a des vivants qui sont bloqués dans le royaume des défunts. Et donc, le travail va consister à ramener le représentant d'un membre vivant dans le royaume des vivants. Donc ici, j'ai mis ici une corde rouge avec une petite flèche pour le faire sortir du royaume des défunts. Très important. Alors, vous pouvez aussi avoir un représentant qui est allongé en position fœtale. Probablement alors que ce représentant représente ou un avortement, une fausse couche, un bébé mort-né, un jumeau perdu, ou un frère ou une sœur morte in utero ou tout petit avant sa naissance. Toujours vérifier si cela fait sens et mettre en lien avec un événement factuel si c'est possible. Pour que le fœtus avorté ou le bébé mort-né puisse reposer en paix, il faudra lui redonner une bonne place au sein de sa fratrie. Parfois lui donner un prénom, faire un petit rituel. Mais surtout lui dire, tu es le premier, le deuxième des enfants conçus. Ton destin est d'être parti avant de naître. Tu as une bonne place dans mon cœur ou dans notre cœur. Voilà, il suffit d'adapter. Alors, le représentant est toujours allongé en position fétale. Il est possible qu'il y ait eu une perte d'un jumeau durant la vie intra-utérine. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre un autre représentant qui représente cette personne manquante. Et très souvent, il ne faut pas se souffler, bien entendu. La personne qui vient se rajouter, elle va se mettre en miroir, comme ici. Les phrases libératrices à utiliser: je suis vivant et toi tu es mort.
mon destin est différent du tien, tu me manques, je t'ai cherché partout. S'il te plaît, regarde-moi avec bienveillance quand je vis pleinement ma vie. Alors, bah oui, la guerre, ça se représente aussi. Alors, le soldat inconnu, sans oublier ses camarades et ceux qui l'ont tué. Donc, lorsqu'on tue une personne, celle-ci intègre notre système familial et nous intégrons le sien. Ça, c'est très, 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 très important parce que du sang est versé. Et donc, quand on met au monde, on verse aussi un peu de sang, hein. Quand on met au monde un enfant, on verse du sang. Et ce sont des liens de sang. En fait, il y a les liens de sang qui sont liés à la génétique, et puis il y a les liens de sang parce que le sang a été versé. Donc, ça crée de la confusion. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait s'incliner les représentants et le client devant les morts à la guerre. Bon, ici, on est vraiment dans une situation concrète, mais vous voyez, c'est ce qu'elle fait, cette dame. Elle s'incline et en constellation peut faire la même chose. Aussi, quand il y a eu crime, on fait regarder les deux protagonistes, les yeux dans les yeux, et on l'invite à respirer. On leur propose de... Bon, ici, c'était pas évident, j'ai pas réussi à leur faire ouvrir les yeux, mais ils vont se regarder les yeux dans les yeux et respirer. Vous pouvez aussi leur proposer, toujours avec permission, de faire mettre une main sur le cœur ou sur la tête d'un des représentants et l'autre main sur l'autre représentant et faire respirer aussi, ça peut être une option. Les phrases libératrices, je m'incline devant votre destin lourd, je laisse auprès de vous vos histoires, s'il vous plaît, regardez-moi avec bienveillance quand je vis pleinement ma vie. Voilà, l'atelier pratique, c'est lundi prochain à 19 heures. Comme d'hab, une démo, une mise en pratique. S'il y a quelqu'un qui a envie d'être volontaire, bienvenue pour faire la démo. Je propose l'atelier pratique jusqu'à demain soir à 23%, donc 150 euros au lieu de 184,50 €. Voilà. Donc, voilà, donc c'est pas le 16 septembre, mais là, je n'ai pas corrigé, mais c'est le 9 septembre à minuit. Et voilà. Alors, je récapitule. La mort implique, pour ceux qui restent, le deuil. Le deuil prend du temps et nous fait vivre 5 étapes importantes: déni, colère, marchandage, tristesse, acceptation, qui n'ont pas d'ordre et peuvent se répéter parfois plusieurs fois. Le deuil peut aussi être vécu par rapport à un événement, une situation, une quelconque perte. Dans toutes les cultures, surtout chez les peuples encore proches de la nature, comme les Amérindiens, la mort est prise au sérieux et une relation est entretenue avec les défunts. Ils ont ainsi créé des rituels parfois oubliés quand ces personnes ont émigré et sont déconnectées de leurs traditions. Les constellations permettent d'apaiser les défunts, de séparer le royaume des vivants du royaume des défunts, de remplacer les rituels oubliés. Il est important de tenir compte des événements historiques et de leur impact sur les vies personnelles. L'ignorer serait une grande erreur. Et je vous dis merci. J'ai réussi à le faire. Oh là là. Et il y a tellement à dire que j'aurais pu encore parler 1 heure. Voilà.